C'est à bord d'un Airbus A320 de EasyJet que je quitte l'aéroport de Roissy pour mettre 4000 km de distance depuis Vichy jusqu'aux Canaries. Les îles Canaries sont un archipel de 7 îles situées à environ 300 km à l'ouest des côtes africaines entre le Maroc et le Sénégal. Pour vous donner une idée, chaque île est plus ou moins grande comme un département français. La distance maximale entre l'île la plus à l'est et celle la plus à l'ouest est d'environ 500 km. Les îles Canaries sont des îles essentiellement volcaniques que j'ai choisi de découvrir à pied avec un sac à dos et un bâton de pèlerin. Ma tente de camping me donnait ainsi une liberté complète de pouvoir explorer toutes ces îles à mon rythme sans contrainte de trouver un hébergement le soir. Et surtout de dormir donc au cœur des volcans et dans des paysages absolument magnifiques. Installez-vous confortablement et suivez le guide. Comme il est souvent difficile d'enfoncer un piquet de tente dans les roches volcaniques, c'est avec des gros blocs de lave solidifiée que j'ai arrimé ma tente. Comme vous pourrez le voir sur les images, l'eau est très rare dans cet archipel. Il me fallait donc trouver un plan B pour faire ma toilette le matin. Je me rendais donc régulièrement dans les toilettes de quelques restaurants ou quelques cafés où je retirais le couvercle du récipient de la chasse d'eau et j'avais ainsi accès à 10 litres d'eau douce parfaite pour faire ma toilette et pour me raser. C'est donc avec ma tente et ce système pour avoir de l'eau que j'ai pu parcourir 650 km à pied sur cet archipel en 2 mois et demi. Ici, une bombe volcanique qui a complètement éclaté au contact du sol. C'est donc muni d'une boussole et d'une carte relativement précise que j'ai pu découvrir ces superbes îles des Canaries, très loin des grands centres touristiques. On trouve parfois, sans savoir pourquoi, en pleine nature, des superbes aires de pique-nique. C'est par un ingénieux système de digue artificielle que la petite baie se remplit d'eau à marée haute, créant ainsi une piscine naturelle artificielle quand la marée se retire. Et c'est parfois au bout de plusieurs heures de marche que je découvre des endroits absolument magnifiques sans aucune âme qui vive. Je vous propose donc, durant environ 1 heure, de découvrir avec moi les plus beaux sites naturels des Canaries.
J'ai parfois emprunté des sentiers très escarpés où il ne fallait surtout pas glisser et ne pas avoir le vertige. On découvre ici des pins canariens. Les pins canariens sont une espèce endémique des îles Canaries. Endémique, ça veut dire qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Les Canaries étant un archipel espagnol, vous découvrez ici le mont Teide avec 3718 mètres, le plus haut sommet de l'Espagne. Si Gutenberg a inventé l'imprimerie, la nature quant à elle a inventé les livres. Et on peut voir dans ces roches où chaque feuille de livre, je vais dire, correspond à une éruption volcanique. Et on peut voir la couleur de ces cendres différentes. C'est vraiment le livre de la nature tel qu'on n'en voit nulle part ailleurs. C'est du haut d'un volcan que je vous offre un panorama à 360 degrés sur une île magnifique où, comme on peut le voir, il n'y a aucun arbre, aucun point d'eau et bien sûr personne, je suis seul. Comme le prouvent ces images, il n'y a pas que Armstrong qui a marché sur la Lune. Je marche ici dans une caldeira, et une caldeira est le fond d'un cratère d'un immense volcan. Cette plante s'appelle une serpentine, environ 2 mètres de hauteur, et dans chaque petite fleur rouge, il y avait une abeille en train de butiner. Les Canaries étant situées en plein océan, la pêche est bien sûr une activité économique importante pour ces îles. La pêche au thon a été fructueuse. No está clara, tú lo cuidas. Oye, pues ya está, ya que le estamos cuidando. Sur chaque plage touristique, de véritables artistes font des châteaux de sable absolument splendides. Et pour moi le plus beau est celui-ci, la scène du Christ, grandeur nature en sable. Absolument irréaliste mais superbement bien réalisé.
Pour se rendre d'une île à l'autre, il faut bien sûr prendre ou l'avion, sinon le ferry qui est très pratique est accessible. Comptez entre 20 euros, je vais dire, à 45-50 euros pour la traversée, sachant que la plus petite traversée fait environ 1 heure et la plus grande fait presque 5 heures. On voit ici donc un des ferries à Interrail. Nous sommes en plein cœur du printemps et on découvre partout des fleurs absolument magnifiques, notamment en bordure de mer. Ici, un régime de bananes. Et les bananes canariennes sont toutes petites et très sucrées et très bonnes. Parfois, la nature reprend le dessus. Ici, un glissement de terrain. Un peu plus loin, une route qui s'effondre. Et un peu plus loin, des vagues gigantesques. Ici, un incendie a détruit le tiers du parc naturel de l'île de La Gomera. Je me dirige maintenant sur l'île de la Grande Canarie, où l'on trouve les plus hauts volcans de l'archipel. Et je marche ainsi pendant une semaine dans des paysages à couper le souffle. Cette île n'ayant aucune pollution lumineuse, on trouve sur les crêtes des observatoires astronomiques. Je marche sur des chemins escarpés à 2000 mètres d'altitude. Prudence toujours de rigueur. Les vents sont très violents, donc la tente est impossible à planter. Je décide donc de redescendre vers la mer, trouver un endroit plus calme pour y mettre la tente et passer la nuit. Je descends donc un chemin escarpé, long d'une falaise sous le vent, à la recherche d'un abri. Et en fait, j'y trouverai un hôtel 5 étoiles, ici la piscine. Et là ma chambre. J'ai beaucoup marché, la fatigue se fait sentir, et cet abri de pêcheur sera un endroit idéal pour y mettre ma tente, quand soudain, je trouve une porte avec la clé sur la serrure. Peut-être est-ce un signe.
C'est donc que prudemment j'ai ouvert la porte, j'y ai trouvé une table, une chaise, une chambre avec un bon lit. J'y ai passé, après une bonne soupe bien chaude, une nuit magnifique, avec le bruit du vent et des vagues comme berceuses. Dans un paysage absolument irréel de beauté, un peu comme le bout du monde, au loin c'est l'Amérique, le soleil se couche, c'est un endroit d'une grande poésie. J'en ai profité pour faire cuire à la mode canarienne quelques pommes de terre délicatement prélevées dans le champ voisin. J'avais quand même pris la précaution de bloquer la porte avec la chaise et la table. On ne sait jamais. Ici, une autre forme de pin endémique des îles Canaries. Et c'est sur le bord d'un cratère qui a explosé en 1984, donc c'est très récent à l'échelle géologique. Je poursuis donc mon voyage et je découvre en bas de ce cratère des marais salants d'une grande beauté. Je décide de changer d'île, je prends un ferry de nuit, 6 heures de traversée pour me rendre à l'île de Grande Canaria. Ici, l'intérieur du ferry, peu de monde mais d'un grand confort. C'est depuis cette île que l'on voit surgir de l'horizon que je prendrai un bateau pour aller voir les dauphins et les baleines. Par chance, la mer était d'un calme absolu et j'ai trouvé une place à l'avant du bateau, idéale pour observer les cétacés. Je continue donc ma randonnée à la découverte de ces îles absolument magnifiques. Ici, taillée à flanc de la falaise, une église troglodyte.
On se croirait parfois au Colorado dans le Grand Canyon. Sur cette île, j'ai emprunté, dans un véhicule de location, ce qu'on appelle là-bas la route de la mort. Séquence frisson. J'ai même trouvé un camping dans un vrai coin de paradis à 5 € la nuit. Cette île s'appelle l'île de Fuerteventura, qui veut dire vent fort en espagnol. Et vu le nombre de moulins que l'on rencontre sur cette île, on comprend pourquoi. Rien à voir avec un excellent vin, c'est en fait le fond d'une vallée. On trouve également de drôles de pots de fleurs. Ayant quelques heures devant moi avant le prochain ferry, je loue un véhicule pour visiter la ville.
C'est le premier bar à ma connaissance que je vois entièrement fait de palettes, table, comptoir et chaises. Original. Ici, la réplique exacte d'un galion espagnol, et un peu plus loin, en pleine ville, un café vraiment original. On rencontre parfois un affichage étrange, ici une pub pour un supermarché. On trouve aux Canaries des pommes de terre typiques de cette île qui poussent dans la cendre volcanique, sont cuites à l'eau de mer, d'où la pellicule blanche sur la peau, et on les déguste avec deux sauces, une sauce piquante et une sauce qui ressemblerait à du beurre d'escargot fondu. Dans les restaurants, même en bord de mer, on trouve ici une assiette complète, pommes de terre, verdure, sardines, un verre de sangria pour moins de 5 €. Je me dirige maintenant vers l'embarcadère du ferry, où on accueille les clients d'une drôle de manière. Des perroquets par dizaines se laissent approcher sans problème. Ces écureuils dits rats de palmier sont également très nombreux. De nombreux retraités de toute l'Europe viennent passer l'hiver aux Canaries. Ici, un mammifère marin. Enfin non, pas celui-là, l'autre. Celui-ci, bien sûr. Ce squelette est un squelette de baleine. Donc la baleine est un mammifère marin, et les mammifères sont reconnaissables parce que leur queue est parallèle à la surface de l'eau, alors que pour les poissons, la queue est perpendiculaire à la surface de l'eau. C'est aussi simple que cela. Même dans les ports, l'eau est transparente, on dirait un aquarium. Et observez bien, on y rencontre même des petits trémontins.
J'emprunte donc une piste assez carrossable pour me rendre à la pointe sud de l'île. À marée basse, la plage se dégage, et c'est sur environ une quinzaine de kilomètres que l'on peut se promener avec quelques touristes sur des kilomètres dans un cadre absolument magnifique. Is a desert with its life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of brown, but the humans will give no love. On trouve même sur cette île un hôtel pour chats. Une association y dépose chaque jour de l'eau fraîche et de très bonnes croquettes, paraît-il. Le camping sauvage étant formellement interdit, j'en avais ras-le-bol et j'en avais vraiment marre de me faire virer par les gardes civils. J'ai donc fait le choix de louer une voiture de location à 104 € la semaine et je l'ai ainsi transformée en petit camping-car. C'est ainsi que j'ai pu, grâce à ce système, poursuivre mon périple en entière autonomie et en totale liberté, qui est très importante pour moi dans ce genre d'expédition. J'ai pu ainsi faire des bivouacs dans des paysages absolument magnifiques. Avec le souffle régulier des alizés, c'est ici le paradis des surfeurs. Les petites roulettes à l'arrière sont destinées à tracter la petite barque sur le goudron sans l'abîmer.
Je me rends sur les minuscules îles de Lobos, au nord de Fuerteventura, île où tout véhicule terrestre à moteur est interdit. Uniquement les piétons et les VTT sont autorisés. Ici, le volcan El Lobo, qui veut dire le loup. J'y découvre un ancien marais salant, où l'eau de mer était apportée grâce à une éolienne, aujourd'hui hors service. Après une courte montée d'environ 500 mètres, je me retrouve ainsi sur la crête du volcan, m'offrant un paysage absolument magnifique sur 360 degrés. On y découvre également un port minuscule où seuls 3 ou 4 bateaux flottent sur une eau turquoise. Je rencontre 2 sculpteurs sur sable qui, grâce à du sucre semoule, imitent parfaitement un paysage de montagne. Les ronds-points et la végétation me rappellent que l'Afrique n'est qu'à 250 km. Ces îles me rappellent mon séjour en Islande. Je décide donc d'aller voir de plus près ces superbes volcans. En pénétrant au centre des cratères, on se sent vraiment tout petit et on a le sentiment de se retrouver un peu quelque part dans les entrailles d'un monstre. C'est assez curieux. Certains cratères font 3 ou 4 km de diamètre. Étant d'un naturel curieux, je décide d'escalader le plus haut volcan de l'île afin d'avoir une idée de ce qu'il est capable de faire lors d'une éruption. On voit très bien sur ces images l'épaisseur et la superficie des cendres volcaniques, c'est absolument gigantesque. J'estime à peu près 35 ou 40 mètres la hauteur du mur de lave. Malgré le manque de pluie sur cette île, les Canariens ont inventé la culture sèche. C'est absolument étonnant. Les Canariens ont creusé d'immenses trous sur toute l'île et dans chacun d'eux on y trouve une plante. Ici, un pied de vigne, mais on trouve également des poivrons, des tomates. Le principe est simple. Si l'on retient que le noir absorbe la chaleur le jour et la nuit avec l'humidité, il se crée un microclimat
et de fines gouttelettes par capillarité et par gravité descendent au fond du trou et donnant ainsi de l'eau à la plante. J'ai eu la chance de déguster ce vin issu de vignes qui poussent dans des cendres volcaniques et croyez-moi que nos grands Bordeaux et nos grands Bourgognes n'ont qu'à bien se tenir. Je vous laisse découvrir ce paysage vraiment curieux, on se croirait parfois vraiment à Verdun. Les petits murs de pierre sont destinés à protéger la plante des vents dominants. J'ai pu voir du haut de mon cratère la promenade proposée aux touristes. Et croyez-moi, en fait, pour 15 €, c'est une vraie arnaque. Bienvenue dans le parc naturel du Timenfaya, parc classé par l'UNESCO. Ici, une bouche volcanique, d'où la chaleur sort à plus de 600 degrés. En plein centre de ce parc volcanique, on peut découvrir une magnifique collection de cactus. Je vous propose donc de découvrir avec moi les plus beaux spécimens de cactus que j'ai pu prendre en photo. Certains tubes de lave sont aménagés pour les touristes. On trouve dans ces tubes de lave aménagés soit des restaurants ou soit d'immenses salles de concert. C'est vraiment curieux. Avant d'aller plus loin, je vous propose un petit rappel scientifique. Souvenez-vous, il existe 4 types de volcans. Le premier est un volcan dit de type hawaïen, avec une lave très fluide telle des rivières de feu. Les deuxièmes sont des volcans de type strombolien, qui projettent une lave beaucoup plus compacte que les volcans hawaïens. Les troisièmes sont des volcans de type vulcanien, dits volcans explosifs. Et pour finir, les volcans de type peuléen, qui projettent dans l'atmosphère des quantités de gaz extrêmement toxiques. Rappelez-vous la montagne Pelée-Martinique en 1902. Maintenant, un petit cours de sismologie.
Là, les détecteurs ne détectent rien, feu vert, tout est conforme, il n'y a pas de problème. Quelque temps après, avant l'éruption, détecteur de couleur orange, l'oscilloscope s'anime, ça risque d'exploser à tout moment. Et pour finir, le feu se met au rouge, les indicateurs basculent à droite, l'oscilloscope se déchaîne, éruption imminente. Voyons maintenant ensemble comment fonctionnent ces sismographes. Il existe 3 types de détecteurs de mouvement de terrain que l'on place sur les flancs d'un volcan. Premier détecteur est l'extensomètre. Le principe est simple. 2 points fixes, 2 barres horizontales, et on mesure en fait l'espace compris entre les 2 barres. Soit l'espace se rapproche, soit l'espace s'éloigne, auquel cas cela signifie un mouvement de terrain. Le deuxième principe en fait est très simple, c'est tout simplement, et tout le monde le connaît, un niveau à eau. 2 bacs remplis d'eau, un tube au milieu, et si l'on constate une différence de niveau d'un côté ou de l'autre, cela signifie également un mouvement de terrain. Et pour finir, le troisième système de détection de mouvement de terrain, le système du pendule, et le schéma, je pense, est assez explicite. 2 points fixes, 1 point mobile, et si l'espace évolue entre les éléments, cela veut dire également qu'il se passe quelque chose de suspect. Je change de volcan et je pars donc à la rencontre d'autres types de tunnels de lave souterrains. Ce qui est surprenant par rapport à nos grottes françaises genre Rocamadour, c'est qu'il n'y a bien sûr aucune stalactite ni stalagmite, simplement d'immenses tubes dans lesquels circulait une lave fluide à presque 2000 degrés. Je pense qu'un certain Jules Verne a dû se rendre ici pour écrire son célèbre roman Voyage au centre de la Terre. La chaleur dégagée par la lave qui coule quelques dizaines de mètres plus bas permet à ce restaurateur de rôtir quelques cuisses de poulet, côtes de bœuf et poivrons. Les poivrons sont grillés instantanément, ce qui leur donne un goût caramélisé très agréable. Avant de quitter cet archipel magnifique, je ne pouvais pas partir sans me rendre sur le sentier de randonnée le plus dangereux, paraît-il, de l'archipel. Un mauvais pas, et c'est la chute irréversible. J'avance donc avec prudence et concentration. Le sentier est très étroit et escarpé, et sillonne le long des 700 mètres à la verticale de cette falaise la plus haute des Canaries. Je pense que les images et films qui suivent se passent de commentaires. J'ai dû parfois escalader quelques éboulis qui bouchent l'accès. À ma droite, le précipice, séquence frisson, et je vous avouerai que je n'emmène pas trop large. J'ai une réelle envie d'aller voir ce qu'il y a derrière chaque virage, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de virages. J'ai donc mis mon instinct de survie sur la position on et j'avance prudemment. Le chemin se rétrécit, les éboulis sont nombreux, l'espace vital devient de plus en plus restreint. Une décision s'impose.
Un faux pas, une pierre qui roule sous votre pied, et c'est la chute. À cet instant, je me sens heureux de vivre, libre de mon mouvement, libre de ma vie, libre d'aller où je veux, où bon me semble. Le paysage est grandiose, récompense suprême. Le sentier devenant vraiment très dangereux, je décide donc d'en rester là et je fais demi-tour. J'ai fait le choix, au cours de 2 mois et demi, d'aller à la rencontre de paysages absolument magnifiques et bien loin des grands centres touristiques. Je termine donc mon séjour avec une rencontre de ce pêcheur et son chapeau très typique d'une petite île dite de la Graciosa. On remarquera le ruban en dessous qui évite que le vent n'emporte le chapeau. Je finirai ce film par une citation de Mike Horn, grand explorateur mondialement connu. On ne grimpe qu'une seule fois la montagne de la vie. Il faut savoir vivre ses rêves, surtout ne pas se laisser emprisonner. L'homme ne doit jamais se sentir plus grand que la vie. Chaque jour, en gardant les pieds sur terre, on peut aussi toucher les étoiles et aller à la rencontre de ceux qui sont partis beaucoup trop tôt.